Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous me répondez au moins? Très bien. Donc, je peux commencer le cours. Vous m'arrêtez. J'essaierai de répondre à vos questions. Alors, je vais commencer le cours. Donc, nous allons faire aujourd'hui le cours de l'analyse immédiate. Donc, on commence toujours par une introduction. Donc, l'introduction, excusez-moi. Donc, pour introduire ce cours, donc, il faut savoir qu'en laboratoire ou bien en industrie pharmaceutique, l'analyse quantitative d'un échantillon est très importante. Donc, vous savez, si je prends un comprimé, donc, quel que soit le médicament, je dois déterminer la quantité de principes actifs présents dans cet échantillon. Sauf que, sauf que le médicament lui-même, si je prends par exemple un comprimé de paracétamol, il comprend le paracétamol plus des excipients. Alors, pour quantifier le paracétamol, je dois d'abord éliminer tous les excipients. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je dois procéder à la séparation des constituants du mélange et donc récupérer le paracétamol seul que je puisse après le quantifier. Donc, l'intérêt du cours d'aujourd'hui, c'est d'étudier comment procéder à la séparation des constituants d'un mélange. Alors, tous les procédés de séparation sont regroupés sous le terme analyse immédiate. Tout l'objectif du cours. Donc, l'objectif principal du cours, c'est quoi? Alors, excusez-moi, ça bloque, je ne comprends pas pourquoi. Alors, les objectifs du cours, c'est pour commencer, définir la notion d'analyse immédiate. C'est la notion la plus importante du cours. Ensuite, puisqu'on s'intéresse au mélange, on va définir les différents types de mélange. Quels sont les différents types de mélange? Parce que chaque méthode de séparation dépend du type appliqué, va dépendre du type de mélange étudié. Et à la fin, on voit, donc c'est le troisième objectif, c'est donner un aperçu sur les techniques applicables selon la nature du mélange. Donc, on va commencer par définir c'est quoi l'analyse immédiate. Alors, la notion d'analyse immédiate. L'analyse immédiate regroupe les différentes techniques de séparation. Comme on l'a dit, l'analyse immédiate, c'est direct les techniques de séparation. Donc, bien sûr, on va s'adresser à des mélanges. Les mélanges doivent être séparés, c'est-à-dire fractionnés. Fractionnés, le résultat, ce sera quoi? Ce sera un ensemble de corps purs non altérés. Alors, il est important de savoir que si je débute par un mélange, je dois avoir à la fin un corps pur, pas un autre mélange. J'insiste sur ça, un corps pur. Et il doit être non altéré. C'est-à-dire que si au départ j'ai du paracétamol, il ne faut pas qu'à la fin j'obtienne de l'aspirine. Non, il ne faut pas qu'il y ait transformation, juste une séparation. Donc les corps purs doivent être non altérés. Alors les méthodes de séparation peuvent être de deux types. Elles peuvent être simples, telles que la filtration. C'est en général des méthodes qu'on peut mettre en œuvre simplement au laboratoire. Ça ne nécessite pas un matériel très important. Ces méthodes peuvent également être élaborées. C'est des méthodes qui nécessitent un matériel plutôt lourd, telles que les méthodes chromatographiques, telles que l'électrophorèse, etc. Alors, le deuxième point, c'est la notion de mélange. Qu'est-ce qu'un mélange? Alors, on distingue deux types de mélange. Alors, on distingue les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Un mélange hétérogène, c'est un mélange dont on peut distinguer les constituants à l'œil nu ou bien au microscope.
Donc, on peut distinguer les constituants à l'œil nu ou bien au microscope. C'est le contraire du mélange homogène. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Qu'est-ce qu'un mélange homogène? Si je mélange un sirop de menthe et de l'eau, je vais avoir ce qu'on appelle un mélange homogène. Pourquoi? Parce que les deux se mélangent bien. Si je mélange l'eau et l'huile, les deux solutions ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'elles ne se mélangent pas. Donc là, c'est un mélange hétérogène. Dans le deuxième cas, je peux distinguer, il y a bien deux phases, c'est-à-dire qu'il y a bien de l'eau et de l'huile à l'œil nu ou bien au microscope. Dans les deux cas, je peux distinguer les différents constituants. Dans le premier cas, il est impossible de savoir ce qu'il y a exactement dans la solution. C'est ce qu'on appelle un mélange homogène. J'espère que cette notion est bien claire. Alors, donc on va voir les différentes méthodes de séparation selon la nature du mélange. Donc, on va commencer par les mélanges les plus simples qui sont les mélanges hétérogènes. Donc, on définit les mélanges hétérogènes. Bien sûr, on va se dire qu'est les mélanges de phase solide, les mélanges de phase solide et liquide, les mélanges de phase liquide non miscibles. Donc, on va voir les méthodes appliquées pour chaque type de mélange. On commence par le mélange de phase solide. Alors, pour le mélange de phase solide, dans ce cas-là, la séparation est délicate et rarement pratiquée. Alors, quand je dis rarement pratiquée, c'est plutôt dans le domaine pharmaceutique qu'elle est rarement pratiquée. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire pour nous. Donc, on peut le trouver dans d'autres spécialités, telles que les spécialités qui étudient en général les minéraux peuvent utiliser la séparation des mélanges de phase solide. Donc, on en a fait comme un léger aperçu, juste à forme. Alors, la première méthode, c'est la lévigation. Donc, c'est un entraînement par un courant d'eau. Je vais expliquer. Le deuxième cas, c'est la séparation mécanique des cristaux selon la taille et la forme. Donc, je vais commencer par la lévigation. Je vais vous expliquer le procédé. Donc, vous avez un mélange de phase solide. Vous imaginez un bassin qui contient des cailloux de différentes tailles, de gros, de petits, de moyens, etc. Donc, pour commencer, la première étape, c'est broyer les substances en une poudre fine. Essayez de diminuer la taille des différentes substances, des différents cailloux qui se trouvent dans le bassin. Ensuite, ce que je fais, je vais faire passer un courant d'eau. Donc, le courant d'eau va passer avec une pression assez importante. Donc, il va traverser le bassin. Alors, vous imaginez que tout ce qui est cailloux fins ou particules fines va être entraîné par l'eau, bien sûr parce qu'il est léger. Tout ce qui est plus lourd va rester au fond du bassin. Donc, d'où la séparation. Donc, le courant d'eau va permettre le triage du mélange. Donc, les grosses particules vont précipiter, les petites particules restent en suspension. Ça, c'est la lévigation. La deuxième méthode, on l'a dit, c'est la séparation. C'est la séparation mécanique des cristaux. Donc, vous avez différents types de cristaux ou de pierres ou de roches. Donc, vous les séparez à l'œil nu selon leur taille, les petites, les moyennes, selon leur coloration. Je veux les grises d'un côté, les rouges d'un autre, etc. C'est tout simplement ça, la séparation mécanique des cristaux. Donc, ça, c'est pour le mélange de phase solide. On va passer au mélange de phase solide et liquide. Dans ce cas-là, on a plusieurs méthodes. Nous avons la filtration, la flottation, la décantation, et la dernière, c'est la centrifugation. Donc, on va commencer par la filtration. Normalement, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Alors, la filtration. La filtration, lorsqu'il s'agit, comme on l'a dit, d'un mélange de phase solide et liquide, on va les définir autrement. On parle de phase continue et phase dispersée. La phase continue, c'est le solvant, parce que le volume du solvant est toujours plus important que le soluté dissous. Le deuxième, c'est la phase dispersée, c'est-à-dire le soluté dissous. Donc, ce mélange-là est séparé en le faisant traverser par un milieu filtrant, c'est-à-dire un papier filtre. Donc, on le fait traverser, vous aurez tout ce qui est solide va rester dans le papier filtre, tout ce qui est liquide va retomber dans le bécher ou dans le récipient. Donc, on appelle la partie solide le gâteau et on appelle la partie liquide le filtrage.
Alors, donc on va classer les différents types de filtration. Première classification selon le mécanisme de filtration. Donc là, on va distinguer deux types de filtration. Une filtration sous pression normale et une filtration sous pression importante. Donc, filtration sous pression normale, elle est lente. Le procédé est simple. Vous avez le bécher, un entonnoir dans lequel vous déposez votre papier filtre. Vous versez le mélange, donc tout ce qui est solide, comme on l'a dit, va rester dans le papier filtre, c'est le gâteau. Et tout ce qui est liquide va retomber dans le bécher et c'est le filtrant. En général, lorsqu'on procède comme ça, c'est le filtrant qu'on récupère. On ne récupère pas le contenu du papier filtre. Pourquoi elle est lente? Elle est lente parce que, à force, au fur et à mesure que vous versez le mélange et qu'il y a le gâteau qui s'amasse dans le papier filtre, les pores du papier filtre vont se colmater. Donc, on n'aura plus d'espace pour faire passer une nouvelle quantité de filtrats. Donc, au fur et à mesure, on va dire que la filtration va presque s'arrêter. On est obligé de changer, en général, on est obligé de changer le papier filtre et recommencer à nouveau. Donc, pour pallier à ça, ils ont imaginé un autre procédé. C'est la filtration. C'est la filtration sous vide. La filtration sous vide consiste à créer une dépression. Je vais vous expliquer comment. Donc, je vous montre d'abord le matériel. Vous avez un entonnoir appelé entonnoir de Buchner. Il est en porcelaine. Et vous avez ce qu'on appelle la fiole de Kitazato. Vous remarquez que la fiole possède un ajutage latéral, c'est-à-dire un tuyau sur le côté droit. C'est-à-dire l'ajutage latéral. Donc, on l'appelle fiole de Kitazato. Donc, le principe, c'est quoi? Alors, vous avez le montage, donc la fiole reliée, donc, sur laquelle on met le Buchner et sur lequel on met le papier filtre. On relie la fiole à un tuyau. Le tuyau est relié à une source de courant d'eau. Donc, vous voyez bien qu'il y a un robinet. On ouvre le robinet. Il se passe quoi? L'eau va couler tout le long du tuyau. Mais il ne dans la fiole. Non. Il va descendre. Donc, tu fais le dispositif. J'ouvre le robinet. L'eau va couler. En coulant, elle va aspirer l'air qui se trouve dans la fiole. Donc, la fiole, maintenant, va être sous vide. D'accord? Tant qu'il y a de l'air à l'intérieur, il va falloir le combler. Comment le combler? Lorsque je verse, moi, de l'autre côté, je vais verser le mélange dans l'entonnoir. Donc, au fur et à mesure, il y a filtration. Et la filtration devient accélérée parce qu'il va falloir combler le vide qui se trouve dans la fiole de Kitazato. D'où le dispositif de filtration sous vide. Donc, cette méthode permet une filtration accélérée, tout simplement. Donc, j'espère que ça a été clair. Ensuite, la deuxième classification. Vous n'avez pas bien compris, je crois, je vais répéter. Je pense que je vais répéter la filtration sous vide parce qu'apparemment, vous n'avez pas bien compris. Je vais essayer de répéter. Alors, la filtration sous vide consiste à faire quoi? Donc, vous avez la fiole avec l'ajutage latéral. Elle est reliée à une source de courant d'eau, c'est-à-dire à un robinet. Donc, je vais ouvrir le robinet. Le robinet, donc l'eau va couler à l'intérieur du tuyau. Elle va aspirer l'air qui se trouve dans la fiole. Donc, vous aurez un vide dans la fiole qu'il va falloir combler. À côté de ça, vous avez sur la fiole votre Buchner, c'est-à-dire le filtre, le papier filtre. Donc, vous versez votre mélange. Donc, lorsque vous versez votre mélange, la filtration va se faire plus rapidement parce qu'il va falloir combler le vide qu'il y a dans la fiole. Tout simplement. Donc, c'est une filtration accélérée. J'espère que c'est plus clair maintenant. Alors, le deuxième type de classification, c'est selon le mode de passage du fluide.
Alors, selon le mode de passage du fluide, vous avez deux types. Vous avez le flux frontal et le flux tangentiel. Le flux frontal, vous avez le schéma à gauche, flux frontal. Donc, c'est juste comment verser le mélange. Donc là, le mélange est versé verticalement, donc de haut en bas. Donc, vous avez le filtre et vous versez votre mélange. Donc, l'inconvénient principal, c'est le colmatage rapide des pores qui va provoquer une diminution du débit de la filtrate. Donc, pour pallier à ça, ils ont pensé à autre chose. Ils ont pensé au flux tangentiel. Flux tangentiel, c'est-à-dire qu'on va faire passer le mélange, au lieu de le faire passer verticalement, on le fait passer horizontalement de gauche à droite. Donc, au fur et à mesure, le mélange va pousser le gâteau. Donc, le gâteau ne va pas passer et ne va pas colmater les pores. Donc, ça permet un débit constant et donc ça permet de pallier à l'inconvénient du colmatage des pores dû au flux frontal. Donc ça, c'est selon le mode de passage du fluide. Donc ça peut être vertical comme ça peut être horizontal. Alors, le troisième mode, plutôt la troisième classification, c'est selon le mode d'alimentation du filtre. Alors nous avons deux types. Nous avons une filtration discontinue, une filtration continue. La filtration discontinue, je vous ai mis filtre de Bechner, mais en fait c'est la filtration simple qu'on fait au laboratoire. J'adore la filtration discontinue. Pourquoi? Parce que j'ai mon dispositif, l'alimentation du papier filtre se fait de manière discontinue, c'est-à-dire que je verse une quantité du mélange, je m'arrête, j'attends que ça filtre un peu, ensuite j'ajoute une nouvelle quantité, j'attends que ça filtre et je continue au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle une filtration discontinue. Il y a un autre procédé, c'est la filtration continue, c'est-à-dire que l'alimentation du papier filtre se fait de manière continue, ça ne s'arrête pas. Ça se fait grâce à un filtre rotatif à tambour, c'est-à-dire que la quantité présente va pousser la nouvelle quantité de mélange va pousser la quantité qui était là, va se faire filtrer et une nouvelle quantité va alimenter le dispositif, c'est-à-dire le tambour, etc. D'où la filtration continue. Donc là, vous imaginez qu'il y a un gain de temps. Alors, quels sont les différents types de matériaux filtrants? Nous en avons deux. Nous avons les produits minéraux et les matières organiques. Les produits minéraux, ce sont généralement des dérivés de la silice, de la silice. C'est du verre frité. C'est-à-dire, je m'en ai un verre frité, c'est du verre coupé en petits morceaux qu'on utilise, qu'on va condenser dans le récipient, qu'on utilise comme papier, comme filtre. Voilà, tout simplement. Nous avons le deuxième type, c'est la matière organique à base de cellulose. C'est le cas du papier filtre, tout simplement. Regardons les différents types de matériaux filtrants. Alors, on me pose la question, c'est quoi le rôle de la filtration? C'est séparer un mélange, avoir le liquide, et avoir le solide, tout simplement. Voilà, je crois que c'est une question un peu, je ne comprends pas. Non, la filtration continue, ce n'est pas la filtration par courant tangentiel. Non, c'est deux méthodes différentes, c'est deux classifications différentes. C'est d'XZ ou d'XZ. Parce que la filtration continue se fait de manière, elle ne se fait pas horizontalement, pas obligatoirement. Elle se fait, vous aviez vu le dispositif, c'est un tambour, c'est-à-dire un truc qui tourne. Donc ça ne se fait pas horizontalement, logiquement. Donc ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Donc ce sont deux classifications différentes. Alors je vais passer à normalement la deuxième technique, c'est la flottation. La flottation est utilisée pour les mélanges. Elle peut être utilisée pour un mélange solide-liquide comme pour un mélange liquide. Alors, dans ce cas-là, la condition principale, c'est que les densités soient différentes. Et en général, la densité des particules doit être inférieure à la densité du liquide, c'est-à-dire du solide. Il se passe quoi lorsque la densité de la particule est inférieure à la densité du liquide? Ça veut dire que la particule est plus légère. C'est-à-dire qu'elle va flotter. C'est automatique, ça se fait tout naturellement. Tout ce qui est léger va remonter en haut, tout ce qui est lourd va descendre en bas, d'où la séparation. C'est-à-dire qu'en fait, on met le mélange et on laisse la gravité et les différences de densité faire leur affaire. Ça se fait naturellement. À la fin, on va séparer, on va récupérer tout ce qui a flotté, on va laisser tout ce qui est retombé au fond du récipient. Donc là aussi, on va distinguer plusieurs types de flotation. Alors, nous avons
Alors, je m'excuse, il y a eu une petite coupure, donc je vais reprendre la classification de la flottation. Donc, nous avons la flottation naturelle, elle se fait naturellement, comme son nom l'indique, grâce à des différences de densité suffisantes. Donc, elles sont suffisantes pour la séparation, pour permettre une séparation naturelle. Nous avons la flottation assistée. Dans ce cas-là, les différences de densité ne sont pas suffisamment différentes. Les densités assez proches. Donc, la flottation peut se faire, elle peut se réaliser normalement, mais elle va se faire plus lentement parce que les densités sont proches. Donc, pour cela, on va l'assister, on va l'aider, d'où la flottation assistée, en insufflant des bulles d'air au sein du liquide. Donc, l'insufflation, les bulles d'air vont entourer les particules à séparer qui vont devenir un peu plus légères, donc elles vont flotter plus rapidement. On parle d'amélioration de la flottation. Et la flottation assistée. Le troisième cas, c'est la flottation provoquée. Provoquée, c'est-à-dire que les particules, les hadbinhum, ils flottent, en fait, leur densité, elle est très importante, donc ils sont très lourds. Donc logiquement, ces particules-là, ces particules-là qui vont retomber, qui vont précipiter au fond du récipient. Parce que Anna, je veux qu'elle flotte. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai une densité des particules supérieure à la densité du liquide. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois inverser les densités, c'est-à-dire je dois rendre les particules plus légères. Comment? En injectant des bulles de gaz. Donc, les bulles de gaz qui mènent la flottation assistée, elles vont entourer les particules. Dans ce cas-là, les bulles de gaz sont plus nombreuses parce que on va inverser un phénomène naturel. Donc, on va injecter une quantité plus importante de bulles de gaz qui vont entourer les particules. Donc, la densité des particules gaz du mélange des deux va être plus légère que la densité du liquide. Et donc, les particules vont flotter, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez fait la différence entre flottation assistée et flottation provoquée. Assistée, c'est-à-dire qu'elle peut se faire naturellement, mais on doit l'aider. Provoquée, c'est-à-dire elle ne se fera jamais de manière naturelle, mais on doit la provoquer, tout simplement. Donc, ça, c'est pour la flottation. Je suis désolée, ça s'est coupé une nouvelle fois, ça c'est un problème de connexion. Donc, je vais reprendre à la décantation. Donc, la troisième méthode de séparation des mélanges de phase solide et liquide, c'est la décantation. La décantation est une opération. Alors, désolé encore une fois, ça s'est encore une fois coupé. Donc, la décantation, c'est une opération de séparation sous l'action de la gravité. Elle peut s'appliquer soit à un mélange solide-liquide, soit à un mélange de deux liquides non miscibles. Donc, lorsqu'il s'agit d'un mélange solide-liquide, la décantation est appelée également sédimentation. Donc, lorsqu'il s'agit, je répète, lorsqu'il s'agit d'un mélange solide-liquide, décantation égale sédimentation. Donc, en général, on utilise la notion de sédimentation. Mais lorsqu'il s'agit de mélange de deux liquides non miscibles, on va parler de décantation. Donc, c'est la seule notion qu'on va utiliser lorsqu'il s'agit d'un mélange de deux liquides non miscibles. Alors, je reviens en arrière parce qu'on me pose la question, c'est quoi la différence entre flottation assistée et flottation provoquée? Je l'ai dit, la flottation assistée, c'est une flottation qui peut se faire de manière naturelle. Donc, je n'ai pas besoin, c'est juste l'accélérer, c'est-à-dire l'aider. La flottation provoquée, c'est une flottation qui ne peut pas se faire de manière naturelle. On doit la provoquer. Les deux se font de la même manière, oui, mais l'idée n'est pas la même, le principe n'est pas le même. J'espère que c'est clair. Bon, je vais continuer la décantation.
Alors, on a fini avec la décantation parce qu'on la verra en détail sur l'extraction liquide-liquide. Donc, on va passer à la centrifugation. C'est la dernière méthode de séparation des phases solides et liquides. C'est une séparation sous l'action d'une force centrifuge. Donc, je donne une autre définition de la centrifugation, c'est une précipitation accélérée, tout simplement. Donc, la précipitation peut se faire de manière naturelle, mais pour l'accélérer, on a recours à la centrifugation. Pour cela, on utilise l'action de la force centrifuge, c'est-à-dire que dans l'appareil est une machine tournante à grande vitesse qu'on appelle centrifugeuse. Normalement, en biophysique, vous avez fait la centrifugation en détail. Donc, on a de la détailler un peu plus. Alors, on va passer normalement, on a fini avec les mélanges solides-liquides, on passe au mélange de phases liquides non miscibles. Alors, les phases liquides non miscibles, c'est-à-dire la notion de décantation. Alors, vous avez un mélange huile et eau. Lorsqu'on mélange l'huile et l'eau, et que le mélange est bien fait, on obtient ce qu'on appelle une émulsion huile-eau. Donc, comment séparer une émulsion huile-eau? Donc, il y a deux manières. Le premier procédé de séparation, c'est rompre l'émulsion par centrifugation. Donc, en centrifuge, ça va permettre de rompre l'émulsion. Donc, on peut avoir les particules de l'huile d'un côté et l'eau de l'autre côté, mais les deux restent mélangés. Donc, la deuxième phase, c'est la séparation des deux phases par décantation. C'est-à-dire qu'après centrifugation, on va laisser le mélange se reposer. L'huile étant plus légère, elle va remonter. L'eau qui est plus lourde va retomber au fond du récipient, d'où la décantation. Donc, dans certains cas, on n'a pas la centrifugation. On peut passer directement à la décantation. Mais dans d'autres cas, lorsque l'émulsion est bien préparée, donc lorsque l'huile et l'eau sont bien mélangées, je dois d'abord procéder à la centrifugation et ensuite faire la décantation. Donc ça, c'est le mélange de phase liquide non miscible. Normalement, on a fini avec les mélanges hétérogènes et on va passer au mélange homogène. Le problème avec le mélange homogène, c'est que, comme on a dit, la définition, on n'arrive pas à distinguer les constituants de ce mélange. Donc, nous avons un mélange. Il se compose de quoi? Il y a combien de composants? Je ne peux pas savoir. Donc, l'objectif principal de ce traitement, c'est de passer d'un mélange homogène à un mélange hétérogène. Donc, lorsque je sépare le mélange homogène au mélange hétérogène, je peux appliquer au mélange hétérogène les différentes méthodes qu'on vient de voir, soit la filtration, la décantation, la centrifugation, etc. Donc, mais au départ, on doit fractionner le mélange homogène. En général, les méthodes appliquées, je dis bien en général, les méthodes appliquées pour la séparation des mélanges homogènes sont des méthodes plutôt élaborées. C'est des méthodes simples. En général, pour le mélange homogène, c'est des méthodes élaborées. Donc, nous avons plusieurs types de séparation. On peut procéder soit à la rupture de phase, c'est-à-dire le tri des différents constituants. On va le voir en détail. Soit le transfert de phase, par dissolution sélective, soit le changement d'état par passage à l'état de vapeur. On va les détailler. On va commencer par la première méthode. C'est la rupture de phase. La rupture de phase, c'est le tri des différents constituants. C'est-à-dire qu'on va séparer le solvant et les solutés qu'il contient. Donc, on va séparer le solvant des différents constituants. Donc, ça peut se faire de deux manières, soit par élimination du solvant, c'est-à-dire que si j'ai une solution constituée d'un soluté et d'un solvant, je dois éliminer le solvant pour avoir le soluté seul. Comment procéder? En général, par concentration de la solution. La concentration peut se faire à pression atmosphérique, comme elle peut se faire sous pression et à faible température. Donc, elle peut se faire à pression atmosphérique par élévation de température, c'est-à-dire par chauffage à pression atmosphérique. Donc, je chauffe la solution, le solvant va s'évaporer, je vais avoir le soluté seul. Sauf que, dans certains cas, le soluté risque de s'altérer lors du chauffage. Tel que, par exemple, un principe actif qui s'altère à partir de 50 degrés. Voilà, je dois chauffer pour éliminer le solvant, la température d'ébullition du solvant, par exemple, altérer le soluté d'air. Donc, je dois procéder autrement. Comment procéder autrement? Par utilisation de la pression. Donc, le chauffage se fait à faible température, mais à haute pression. Donc, l'appareillage utilisé, c'est l'évaporateur rotatif. Donc, l'appareillage utilisé, c'est l'évaporateur rotatif. Donc, vous avez le dispositif devant vous. Je vais vous expliquer directement le procédé. Vous avez à droite du dispositif ce qu'on appelle un chauffe-ballon. Donc, vous avez un ballon, vous avez une flèche au-dessus qui veut dire que le ballon va tourner. Donc, au-dessus du chauffe-ballon, à droite, vous avez un ballon qui va tourner. Au-dessus, vous avez, à gauche, vous avez ce qu'on appelle un ballon de récupération. Ballon de récupération. Au-dessus, donc, vous avez le réfrigérant. Le réfrigérant va faire passer
d'un réfrigérant, c'est de faire passer un courant d'eau froide, toujours. Qui dit un réfrigérant, ça veut dire qu'il y a un courant d'eau froide à côté, tout simplement. Donc, vous avez le chauffe-vent. Vous mettez votre mélange à concentrer dans le ballon qui tourne, donc sur le chauffe-ballon. Donc, vous allez chauffer. Vous allez chauffer le ballon qui contient le mélange, mais le chauffage doit se faire à température très faible. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, vous allez créer un vide. Vous avez une flèche qui vous montre vide. Vide, c'est-à-dire que c'est relié à une pompe qui va aspirer l'air contenu dans le ballon. Donc, en aspirant l'air contenu dans le ballon, vous allez augmenter la pression à l'intérieur du ballon. Imaginez que vous vous trouvez dans une salle fermée. Si la salle elle est ouverte, elle est aérée, la température va être faible. Pourquoi? Parce que la pression est faible. Si vous fermez toutes les fenêtres, la pression va augmenter. Vous allez remarquer que la température, automatiquement, même s'il n'y a pas de chauffage, la température va augmenter du fait que la pression est élevée à l'intérieur de la salle. Donc, en créant le vide, on va augmenter la température à l'intérieur du ballon, sans pour cela, obligatoirement, le chauffer à une température élevée. Donc, à partir du moment où on crée un vide, la température à l'intérieur du ballon où se trouve le mélange va être augmentée. Automatiquement, le solvant va s'évaporer. En s'évaporant, il va passer par le réfrigérant. Là, à l'état de vapeur, il va rencontrer un courant d'eau froide. Donc, les vapeurs vont se condenser et le solvant va retomber à l'état liquide dans le ballon de récupération. Donc, à la fin, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le solvant qui se trouve dans le ballon de récupération, vous allez avoir le soluté qui se trouve dans le ballon de droite, donc dans le ballon initial. Il y a l'évaporateur rotatif. J'espère que c'est clair. Ensuite, nous avons la diminution, donc on a vu la concentration, c'est-à-dire l'élimination du solvant. Maintenant, on va voir la diminution du pouvoir solvant. On est toujours dans le cas de la rupture de phase. Donc, comment diminuer le pouvoir du solvant? Donc, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est par variation de température. On me pose la question, c'est quoi altération? Altérer quelque chose, c'est le fils d'eau, ses propriétés initiales vont changer, c'est ça altération. Alors, diminution du pouvoir solvant, vous avez la première possibilité par changement de température, variation de température. Donc, on va procéder à une dissolution à chaud, puis un long retour à la température ordinaire qui va provoquer l'apparition de cristaux. Je vais vous donner un exemple simple. La préparation du miel du commerce, pas la seule, le miel du commerce. Comment se fait la préparation? Vous y mettez du sucre dans de l'eau. Mais comme la quantité de sucre ajoutée, elle est très importante, pour la préparation, ils vont chauffer le mélange. Donc, ils procèdent au chauffage jusqu'à ce que tout le sucre soit dissous dans l'eau. Donc, on obtient du miel. Lorsqu'on prend le pot de miel, on le laisse par exemple en hiver. On le trouve dissous, mais en hiver, on va le trouver à l'état de cristaux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de température. Donc, on est passé de la chaleur à une température faible. Donc, c'est un long retour à une température ordinaire ou bien une diminution de la température qui a fait que le sucre qui était dissous s'est reprécipité. Il est devenu à l'état de cristaux. C'est ça la variation de température. C'est-à-dire que lorsque je chauffe à une température élevée, je vais aider à la dissolution. Mais lorsque je diminue la température, il y a réapparition de cristaux, c'est-à-dire reprécipitation du soluté. Le deuxième cas, c'est l'addition d'un non-solvant. Addition d'un non-solvant. C'est l'exemple de l'acide salicylique. L'acide salicylique est soluble en solution alcoolique, donc soluble par exemple dans l'éthanol, mais insoluble dans l'eau. Lorsque j'ai de l'acide salicylique en solution aqueuse, il est à l'état dissous. Pour pouvoir le récupérer, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter de l'eau à l'alcool. Donc, je mélange l'alcool et l'eau. L'alcool et l'eau se mélangent bien. Elles forment un mélange homogène. Donc, l'acide salicylique, il était en contact à l'origine avec de l'alcool seul. Donc, il pouvait se dissoudre normalement. Donc, maintenant, la solution contient en plus de l'eau. Au contact de l'eau, l'acide salicylique va précipiter. Donc, c'est ce qu'on appelle une extraction par un solvant miscible. Un solvant miscible, c'est-à-dire un solvant qui se mélange bien avec l'autre solvant. La troisième méthode, c'est le relargage. Le relargage consiste en l'introduction d'une substance plus soluble que le soluté. Vous avez vu ça, c'est le cours à la précipitation. Le relargage consiste à, vous avez votre solution, solvant plus soluté. Donc, le soluté est bien dissous dans la solution initiale. J'ajoute un autre soluté
plus soluble que le soluté qui était déjà en solution. Donc, le deuxième soluté va prendre la place du premier soluté. Donc, l'autre soluté va précipiter. Alors, je répète, on ne me dit pas de 100, je répète à partir de quoi? Je répète le relargage, ok. Alors, le relargage consiste à introduire une substance plus soluble que le soluté. Donc, je prends un soluté A. Il est dissous dans un solvant. Donc, il est dissous normalement. Ce que je vais faire, c'est ajouter un autre soluté, ce qu'on appelle un soluté B. Je vais l'appeler B. Le soluté B est plus soluble que le soluté A. Donc, logiquement, lorsque je le mets avec le A, étant plus soluble, il va prendre sa place. Le soluté A, il va précipiter. Donc, je peux le récupérer à l'état de précipiter. C'est le relargage. C'est utiliser un soluté plus soluble que le soluté qui se trouve en solution. J'espère que le relargage est plus clair maintenant. Donc, la deuxième méthode, donc là, on a fini avec la rupture de phase. On va passer au transfert de phase. Je répète le relargage. Le relargage, ok. D'accord, je vais répéter le relargage, je ne comprends pas. Excusez-moi. Alors, on a le relargage. Alors, le relargage, on a dit, on prenait un soluté A dissous dans une solution, dans un solvant. Donc, à ce soluté, je vais ajouter un soluté B plus soluble que le soluté A. Donc, le soluté B va prendre la place du soluté A. Le soluté A qui est moins soluble va précipiter. Donc, je vais récupérer le soluté A à l'état de précipiter. Donc, pour résumer, le relargage consiste à ajouter un deuxième soluté plus soluble que le premier, tout simplement. Alors, désolé, j'ai un problème de connexion. Donc, je vais passer, je répondrai aux questions après. Alors, je vais continuer. On a fini avec la diminution du pouvoir solvant. Je vais passer au transfert de phase. Je ne vais pas beaucoup détailler le transfert de phase parce que nous allons avoir 3 séances sur les méthodes d'extraction. Donc, donc je vais passer au transfert de phase. Donc, je vais passer rapidement parce que tout ce qui est méthode d'extraction liquide, on va les voir en détail lors des prochaines séances. Donc, le transfert de phase consiste à faire passer le soluté d'un solvant 1 à un solvant 2. Donc, vous avez un mélange homogène qui contient soluté et solvant. Premier solvant. Donc, je vais ajouter un deuxième solvant qui est non miscible au premier. Donc, le solvant 1 et le solvant 2 ne se mélangent pas. D'un autre côté, le soluté a une affinité plus importante avec le solvant 2 qu'avec le solvant A. Donc, lorsqu'il se trouve en contact avec le deuxième solvant, il va automatiquement, tout naturellement, passer vers quitter le solvant 1 et passer vers le solvant 2. C'est une affaire d'affinité. Les deux solvants ne se mélangent pas. Donc, logiquement, on peut séparer les deux par décantation.